Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Le thème des enfants, le thème de l'éducation, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et je trouve ça beau en fait qu'il puisse avoir des rassemblements comme ça où on peut parler de ce sujet-là. Alors c'est un vrai défi pour moi parce que j'ai un temps qui est limité. J'adorerais pouvoir non pas avoir 1 heure mais 35 heures ou 70 heures sur le sujet. Régulièrement on me demande d'intervenir sur le sujet de la parentalité et je refuse parce que... Vous m'entendez bien ? Ça me fait bizarre parce que moi j'entends la pluie. C'est bon ? Vous êtes toujours là ? Ok. Qui m'entend ? Ok, c'est bon. Et généralement, je refuse le sujet de la parentalité parce que j'ai tendance à vouloir parler des sujets quand j'ai moi-même vécu une expérience et je ne suis pas parent aujourd'hui. Donc mon intention et la raison pour laquelle je vais intervenir, c'est pas de donner des leçons sur ce que c'est être parent parce que j'ai rien à dire sur le sujet. En revanche, j'accompagne chaque année des centaines de parents qui viennent me voir avec des challenges, des difficultés dans leur couple. Ouh là là. On va y arriver. Qui arrivent avec des difficultés dans leur couple liées à leur relation amoureuse. Et il y a des choses que je vois qui les aident régulièrement. Et je prends des notes sur ce que j'ai l'impression qui à chaque fois les aide le plus. Et j'ai envie de partager avec vous, si vous êtes OK, les 4-5 trucs que j'ai vus être le plus aidants pour les personnes jusqu'à maintenant. C'est bon pour vous ? Tiens, monte le son là, je veux que le son leur donne de l'énergie. OK. Alors il y a un truc qui est vraiment fascinant par rapport à notre système nerveux, notre cerveau, c'est que quand on vit notre enfance, on a 2 choix et on fait 2 choix qui sont inconscients. Le premier choix, qui est que quand on va grandir en tant qu'enfant, on va voir les comportements de nos parents, les comportements de nos professeurs, les comportements de nos entraîneurs. Et il y a des trucs qu'on va apprécier, aimer et ça va être agréable. Et tout ce qui va être agréable, on va avoir tendance à faire quoi ? À vouloir le reproduire. On va avoir tendance à dire, tiens, moi, quand je serai parent, je vais vouloir faire la même chose. Donc si par exemple, vous avez eu un parent qui a été beaucoup présent avec vous, et vous avez apprécié la présence, vous allez avoir tendance à tirer la conclusion qu'en tant que parent, c'est hyper important, vous aussi, d'être présent avec votre enfant. C'est bon jusque-là ? Si vous avez eu un parent qui vous a dit, écoute, tu peux y arriver, tu vas le faire, vous allez avoir tendance à apprendre de se dire, ça c'est super, je vais le reproduire. Et en fait, en gros, comment marche notre cerveau ? On a tendance à vouloir reproduire, pas seulement au niveau de la parentalité, en fait, en permanence, que ce soit dans le sport, l'entrepreneuriat, les relations amoureuses. Tout ce qui est agréable, on a tendance à se dire que c'est bon. Si c'est agréable, c'est bon pour moi. Si c'est désagréable, c'est pas bon pour moi. À tel point d'ailleurs que quand tu demandes aux gens comment tu te sens, ils vont dire bah tiens, je me sens mal. Et quand ils disent je me sens mal, à votre avis, c'est bon ou mauvais pour eux ? C'est mauvais pour eux. Mais la question c'est est-ce que réellement ce qui est agréable est bon pour moi ? Et est-ce que réellement ce qui est désagréable est si mauvais pour moi ? Est-ce que ça nous arrive par exemple de vivre des événements qui ne sont pas forcément agréables, mais que finalement avec du recul on se dise ça m'a apporté quelque chose ? Comme là par exemple, est-ce que c'est possible qu'on ait des trucs à apprendre à la fin ? Il y en a qui vont se dire moi j'ai développé une technique pour tenir mon parapluie. Et donc, on a tendance à faire le premier choix qui est de reproduire ce qu'on a trouvé d'agréable. Le deuxième choix, c'est que, et c'est beaucoup ce qui nous rassemble sur des sujets comme ça, parce que généralement, c'est pas par hasard qu'on est sensible à l'éducation.
On est souvent sensible à l'éducation et on est souvent d'ailleurs sensible à des causes dans notre vie liées à ce qu'on a vécu plus tôt. On va être sensible à la cause des animaux parce qu'on a vécu une forme d'agressivité et violence, ou on a vu de la violence sur les animaux, on a trouvé que c'était insupportable et on a décidé d'en faire une mission, un projet de vie. On a souffert de ne pas avoir le soutien, la valorisation, la bienveillance de gens autour de nous. Et du coup, on a fait un deuxième choix, qui n'est pas le choix de reproduire, le choix de la révolution et de se dire « ça ne me convient pas, je vais aller faire l'opposé ». J'ai manqué de présence de mes parents et donc j'ai vécu de l'absence. J'ai envie du coup de donner vraiment beaucoup de présence à mes enfants. J'ai manqué d'avoir un père qui était en train de me dire « je t'aime, je crois en toi » dans la valorisation. J'ai manqué de ça et j'ai eu l'impression de vivre un parent qui était dénigrant. Je vais du coup me dire « je ferai l'opposé de ça et je vais être extrêmement valorisant ». Ça vous parle jusque-là? À qui ça parle? Ça parle à 8 personnes déjà, c'est bien. À 15 ici. À qui ça parle, juste pour comprendre? Je sais que c'est pas facile avec le parapluie, il faut créer quelque chose. Et en fait, ce qui est super fascinant et vraiment, j'ai eu pour intention d'arriver ici et vous partager des idées qui sont peut-être différentes de celles que vous avez l'habitude d'entendre. Et donc, j'ai pas pour objectif de vous dire des choses qui vont être agréables à entendre ou confortables, mais ce qui a le plus aidé les milliers de personnes que j'ai pu voir en coaching individuel et les centaines de milliers aujourd'hui qui ont pu traverser mes événements et mes salles. Mon intention aujourd'hui, c'est pas que vous m'aimiez, c'est pas que ça soit agréable, c'est pas que vous disiez super, c'est de vous servir le plus possible. C'est que cette conférence ait le plus d'impact dans votre vie, dans la vie de vos enfants, la vie des jeunes. Est-ce qu'on a des gens qui sont professeurs, éducateurs, qui ont un impact dans la vie d'entre enfants? Wow, on peut les applaudir déjà, franchement, vous changez le monde. On peut les applaudir, allez-y, on les applaudit. Je sais que c'est pas facile avec le parapluie non plus, mais on peut le faire. Non, je dis ça avec, je pèse mes mots. J'étais suicidaire, mal dans ma peau, je me détestais, je me comparais aux autres personnes en permanence. Et tu trouves toujours quelqu'un de plus beau, plus intelligent, plus charismatique, plus quelque chose. Et j'avais des pensées de suicide. Et par exemple, là, il y a 2 jours, je suis retourné dans mon club de rugby de mon enfance. Je suis allé les voir, les remercier, pour leur dire, et ils ne le savaient pas, leur dire, vous avez changé ma vie. D'être là au moment où j'avais besoin d'avoir des gens qui croyaient en moi. Et j'ai décidé de leur faire un don à ce club de rugby qui a très peu de moyens et qui en sont très bénévoles. Ils font des choses pour les jeunes, c'est incroyable. Et je leur ai dit, c'est même pas pour vous seulement que je fais un don, c'est aussi pour moi, parce que ça a changé ma vie, ces 3-4 ans en rugby. Donc je pèse mes mots. Les gens dans la salle qui font des choses pour les enfants, vous changez des vies. Et je ne sais pas si vous le réalisez. Et c'est dingue, parce que, encore une fois, on parle de Mandela, mais on ne parle pas forcément des gens qui se sont occupés de Mandela. Ils ont eu quelque part autant d'influence dans le monde. On est d'accord avec ça ? Et donc il y a un troisième schéma qui moi m'intéresse beaucoup plus, qui est non pas la reproduction, non pas la révolution, mais l'évolution. En fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est que 95% du temps, quand la personne vient me voir, les difficultés qu'elle a dans sa relation amoureuse ou dans la relation avec ses enfants, 95% du temps, écoutez bien, c'est lié aux choses qu'elle s'est promis qu'elle ferait l'opposé. C'est-à-dire qu'en gros, elle a eu un parent qui était très absent, elle s'est promis « Ah, j'ai envie d'être extrêmement présent ». Mais est-ce que être que présent, c'est la réponse et la solution pour l'enfant? Pas forcément. Est-ce que, parce que regardez, c'est hyper intéressant, moi à la base j'avais clairement mon biais optimiste, mon biais sur la paix, mon biais sur la pensée positive. Et donc j'avais la croyance que pour réellement se créer une vie de dingue, il fallait être valorisé, il fallait être soutenu, il fallait que les gens soient là pour moi. Est-ce qu'il existe des gens sur cette terre extrêmement heureux, qui vivent leurs rêves, qui sont épanouis, qui ont un impact dans le monde et qui pourtant n'ont pas été extrêmement valorisés? Est-ce qu'il en existe dans le monde, à votre avis, des personnes qui n'ont pas vécu ça et qui sont avec une vie de dingue? Et en fait, c'est fascinant parce que j'ai réalisé plus de 300 interviews sportifs de haut niveau, champions olympiques, des professeurs, des mamans, différentes personnes, de la personne la plus connue, la personne la plus riche, à la personne de tous les jours qui essaye de vivre la vie de ses rêves. Et il y a un truc qui me fascine, c'est qu'en fait, 50% du temps, quand j'ai demandé à la personne d'où tu sors ton énergie, d'où tu sors ta force, d'où tu sors ton courage, 50% du temps, c'était parce que quelqu'un a cru en moi, et 50% du temps, c'était parce qu'un professeur, quand j'avais 15 ans, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « T'es une merde, t'y arriveras jamais ». Et je me suis dit « Fuck, va te faire foutre, je vais vivre une putain de vie ». Et si je parle de ça, vous comprenez, c'est pour vous montrer que notre cerveau, il y a plein d'études scientifiques là-dessus, notre cerveau, pour croître, il a autant besoin d'être soutenu que d'être challengé. Et en fait, quand tu as trop de soutien,
tu tends à devenir comment? Fragile. Si tu as trop de challenges, tu as tendance à devenir comment? Parano, pourquoi pas? Tu tends à brûler. Il y en a un, tu vas t'éteindre, et l'autre, tu vas brûler. Il y en a un, tu vas t'éteindre parce qu'en fait, tu n'as pas assez de stimulation et de challenge pour grandir. Il n'y a personne à la salle de sport, il n'y a personne qui fait du sport ou de la musculation, qui arrive à la salle de sport en disant « j'ai un plan, je sais comment je vais faire pour muscler, je vais prendre le poids le plus léger ». Il n'y a personne qui fait ça. Parce que c'est évident que si tu as envie de développer quelque chose, tu as besoin d'avoir une pression qui s'exerce qui est suffisamment grande. Bien sûr, si le poids est trop grand ou trop lourd par rapport à ce que tu as l'habitude, qu'est-ce qui se passe? Tu te blesses. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et donc ce qui est fascinant, c'est que j'ai beaucoup de parents qui forcément ont un biais positif sur la paix, etc. et qui ont souffert d'une enfance où ils ont eu des parents trop absents, pas assez valorisants. Et du coup, ils essayent d'avoir une éducation qui est uniquement centrée sur « il faut que je sois tout le temps valorisant, il faut que je dise toujours oui à mon enfant, il faut que je sois toujours dans le soutien avec mon enfant ». Et tous les problèmes qu'ils me décrivent sont en réalité la conclusion de la décision qu'ils ont prise à 12 ans de faire l'opposé du père ou de la mère. Et donc la clé n'est pas de dire on va passer d'une extrême bienveillance à insulter ses enfants. Il y en a qui vont retenir ça, ça n'est pas ce que je viens de dire. La clé c'est de se dire tiens, est-ce que parfois, par peur de ressembler à mon père, parce que je me suis promis de ne pas être comme mon père, par peur de ressembler à mon père, j'évite de parfois être dur avec mon enfant et peut-être que c'est le plus beau cadeau que je peux lui offrir. Vous savez qu'il y a des études fascinantes. Les propensions, c'est-à-dire la probabilité que ton enfant se fasse agresser à l'école augmente quand l'enfant est sursoutenu dans sa famille. C'est vraiment fascinant. Pour croître et grandir, tu as besoin de soutien et de challenge. Si tu n'as pas le challenge que tu veux, que tu as besoin pour grandir dans la famille, tu te l'attires à l'école. S'il n'est pas à l'école, tu t'attires dans la rue. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre des tartes à son enfant ce soir. Il y en a qui vont dire « Mon chéri, j'ai compris quelque chose ce soir. » Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est que qui est parent dans la salle? Dans la salle, il n'y a pas de salle, mais qui est parent ici? Ok. Qui croit l'être peut-être? Il y en a qui sont pas sûrs des fois. Ou qui veut être parent? Qui veut être parent un jour? Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai perdu mon idée. J'étais sur la baffe, ça vous avez retenu. Challenge, soutien. Pourquoi je vous ai fait lever la main? C'était ça? Il y avait un but à vous faire lever la main? Attendez, je vais y arriver. C'est pour vous faire profiter de la pluie, apprécier, respirez là. Non, franchement, c'est beau. Hein, vous êtes d'accord que si ça faisait longtemps qu'on n'avait rien ressenti, on apprécierait la pluie, non? T'imagines, t'as une maladie, tu ressens rien, là tu sors tout nu, là, tu direct, pas de parapluie, t'apprécies. Ça me donne toujours pas de quoi je parlais. Je vais plus aller là-bas. Alors, de quoi je parlais? Se sentir soutenu, challenger, ça c'est sûr, j'ai dit tout ça. Pour les enfants, ouais. Qui est parent dans la salle? Bon, j'avais certainement une super idée qu'on verra pas ensemble. Je suis désolé, je pense que c'était l'idée la plus importante de mon intervention. Ah là, je pense que c'est vraiment le moment de partir, il n'y a plus rien d'intéressant. Ça me reviendra certainement juste après. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les difficultés, elles ont aussi du sens. Et parfois, on a tendance du coup à vouloir reproduire le schéma du parent en pensant que c'est le meilleur schéma ou faire l'inverse du schéma du parent en pensant que c'est le mauvais schéma. Mais potentiellement... Ah oui, super, c'est bon, j'en étais... ça me revient. J'en étais sur ce qui se passe pour l'enfant quand il est sursoutenu en famille. Et donc c'est vraiment fascinant parce qu'encore une fois, l'enfant, il a besoin de plein de formes pour grandir. Moi, j'étais sous plein de formes en position de victime. Donc quand tu es en position de victime, et ben du coup, tu t'attires régulièrement des bourreaux pour te faire grandir. C'est un peu comme un jeu de tennis, tu vois. Ça se joue à deux, bourreau-victime. Et vu que j'étais en position de victime, de je crois pas en moi, je suis nul, bah, je m'attirais des gens pour m'emmerder, pour me critiquer, pour m'agresser dans la rue. Mais bizarrement, ça s'est arrêté pas quand on a fait en sorte que les bourreaux arrêtent. Ça s'est arrêté quand on m'a appris à respirer autrement, me tenir autrement, parler autrement, croire plus en moi, être prêt à me défendre. Ça s'est arrêté pas quand on a changé à l'extérieur. Ça s'est arrêté quand on m'a éduqué autrement.
Vous me suivez? Et donc, voilà, la réflexion, c'est de se dire, pourquoi je prends ce sujet-là? Parce que dans un rassemblement comme celui-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont pro-paix, pro-pensée positive, pro-bienveillance, et c'est des choses qui sont essentielles. Mais je me suis dit, il y a Ray Dalio, qui est un des plus grands investisseurs de la planète, il dit quelque chose qui, moi, m'a marqué profondément. Il dit, entoure-toi de gens brillants qui sont pas d'accord avec toi. Parce que ça fait grandir, vous êtes d'accord? Quand t'as quelqu'un qui est intelligent, et pas quelqu'un qui critique bêtement, quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, mais il te donne un autre angle de vue. Donc je me suis dit, j'ai envie d'amener autre chose, parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont des personnes qui ont du leadership et qui participent à l'éducation positive. Et le discours, il est souvent autour de juste, et il est important, de la bienveillance et soutenir et valoriser l'enfant. Mais potentiellement, en fait, faire ce qui est contre-intuitif pour toi et qui est challengeant pour toi en tant que parent, parce que t'as pas envie de ressembler à ton père ou ta mère, potentiellement ça peut servir l'enfant. Et donc la question que je voulais vous poser quand je vous ai fait lever la main, c'est celle-ci. Tu préfères quoi en tant que parent? Quitte à que ton enfant vive du challenge, tu préfères que ce challenge soit géré et orchestré par un inconnu qui a pas vraiment l'intention de servir ton enfant, ou tu préfères qu'il soit orchestré et organisé par toi qui maîtrise ce qu'il est en train de faire? Faut bien comprendre ce truc-là. Si je refuse de challenger mon enfant, c'est quelqu'un d'autre que moi qui va le faire. Ce quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai du pouvoir sur lui? Non. Donc potentiellement, être prêt à être plus dur avec mon enfant, c'est en fait aussi l'entraîner à la vraie vie. Et t'as des parents qui, avec énormément d'amour, parce qu'en fait, on est d'accord que tous les parents essayent globalement de faire leur mieux, avec énormément d'amour, vont faire en sorte de protéger l'enfant et lui éviter la difficulté et lui éviter les challenges et toujours être bienveillant et toujours valorisant et toujours à l'écoute. Sauf que, est-ce que la vraie vie, elle est comme ça? Non. Est-ce que ton employeur, est-ce que ton boss, est-ce que ton collègue, est-ce que cet inconnu, il va toujours être dans la valorisation? Est-ce qu'il va toujours être dans le soutien? Est-ce qu'il va toujours dire, attends, dans 2 secondes, je vais respirer et prendre le temps de me demander quel est l'écho que ça me fait dans mes émotions? Non. Et peut-être que demain on arrivera à éduquer la planète entière et que ça changera, mais aujourd'hui nos enfants ils grandissent dans un monde où il y a de l'agressivité, où il y a de la violence, où il y a des personnes qui sont violentes même pas parce qu'elles le veulent, juste parce que elles sont pas éduquées à mieux communiquer, et juste parce qu'en fait tout le monde ici, et moi dedans, même formé à la communication, quand t'es fatigué et que t'es émotionnel ou que t'es stressé, est-ce que tu communiques aussi bien que d'habitude? Vous avez remarqué quand t'es fatigué, comment la même chose que fait ta femme ou ton mari ça t'énerve? Comment t'es beaucoup moins patient? Et donc forcément tes enfants ils vivent dans un monde où les préparer et les entraîner à savoir comment tu réponds à quelqu'un d'agressif, comment tu réagis à l'échec, comment tu réagis à la peur, comment tu réagis au doute, comment tu réagis quand quelqu'un est violent, comment tu réagis quand quelqu'un veut prendre ta place à toi, c'est une conversation qui est hyper intéressante. Et donc j'ai aidé beaucoup de parents. Et encore une fois, je réinsiste, je suis pas en train de vous dire que je ferai mieux que qui que ce soit dans la salle, j'ai pas du tout cette prétention-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je partage juste des transformations de parents que je peux voir aujourd'hui et pour qui la relation avec leurs enfants est passée à un tout autre niveau. Et regardez comment c'est magnifique, la relation avec leur enfant est passée à un autre niveau à partir du moment où non pas on a travaillé sur quoi faire avec leurs enfants, mais qu'ils ont appris à mieux aimer leur père ou leur mère. C'est-à-dire qu'en gros, là où ils disaient « Ah, ma mère a toujours été absente ». Et du coup, tu as une maman qui est trop dans la présence. En apprenant à voir comment l'absence de sa mère l'a fait grandir elle. Et du coup, c'est pas qu'elle commence à faire comme sa mère. Mais elle s'en veut moins d'être parfois être absente. Elle se rend compte qu'être absent, c'est parfois laisser l'enfant être présent pour lui-même. Ou trouver d'autres sources que maman pour le soutenir. Et c'est intéressant. Ça m'étonnerait que les parents d'ici, vous avez envie que votre enfant valide comme croyance que le seul moyen de survivre, c'est que maman soit là. C'est pas ce qu'on veut. Ex ducere, l'éducation, ça veut juste dire amener dehors, préparer à faire sans moi en fait. Et donc c'est fascinant de voir la maman qui d'un coup, en aimant sa propre maman, en disant « Écoute maman, je comprends que quand t'étais absente, ça veut pas dire que je ferais pareil que toi, mais je t'aime parce que ton absence m'a permis de comprendre des choses sur comment être présent avec les gens, ça a développé mon empathie, ça a développé mon écoute, mais ça m'a permis aussi d'être présent avec moi-même et j'ai pas envie de faire l'opposé de toi parce que je suis qui je suis grâce à toi aussi maman. Et je vais passer de vouloir faire une révolution à une intégration. Et cette intégration, c'est que je vais jouer avec les deux couleurs. Là où avant je voulais jouer avec le bleu et pas le rouge, je vais jouer avec le bleu et le rouge. Parfois je vais être présent pour mon enfant, parfois je vais être absent pour mon enfant.
Ça vous parle? Je vous donne un exemple de coaching qui était fascinant. J'ai un gars de 42 ans à peu près en coaching qui vient me voir et des grosses difficultés dans son couple et au niveau du boulot. Et il vient clairement avec cette idée que je vais devenir sa béquille et que je vais devenir la personne qui va résoudre ses problèmes. Et donc on fait à peu près 8 mois de coaching et au 8e mois, je décide que quand il m'écrit, je ne réponde plus. Et donc il m'écrit une fois, il pense que j'ai pas vu son message, donc il me réécrit une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis au bout d'un moment il comprend qu'il y a un vrai truc, donc il me fait un SMS, je réponds toujours pas. Et puis il m'envoie des messages un peu plus agressifs. Il dit, ah mais je te paye! Et c'est vrai qu'il me paye. Et je réponds pas, et je réponds pas, et je réponds pas. Encore une fois, on n'est pas à la première séance de coaching, vous me suivez, on a fait déjà au moins 8 ou 9 séances de coaching. Et c'est 2 mois qui s'écoulent. C'est long 2 mois. Même pour moi, c'est long. Est-ce qu'à votre avis, ça aurait été plus confortable et agréable pour moi de lui répondre? Bien sûr. C'était pas agréable de passer pour l'enculé. Mais après 2 mois, il m'écrit, et le message commence par « Merci David, je viens de comprendre. Merci David, je viens de comprendre que j'ai pas besoin de toi pour avoir une béquille, et que j'ai pas pris un coaching pour que tu fasses à ma place, j'ai pris un coaching parce que je peux y arriver seul, et je peux aller plus vite avec toi. » Et là, je lui ai répondu « Quand est-ce que tu veux la prochaine séance ?» Et c'était important parce que mon biais en tant que coach, plein de fois, j'ai voulu être que dans le soutien, la valorisation. Au début, en tant que coach, quand j'avais quelqu'un de timide comme moi avant, j'avais envie d'être juste « Écoute, tu vas y arriver. » Aujourd'hui, je peux une séance dire « Tu vas y arriver » et l'autre séance, la personne vient me parler et je sais qu'elle n'est pas à l'aise avec le rejet et je lui tourne le dos. Parce que je sais à quel point tourner le dos à quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même, c'est désagréable. Mais c'est le meilleur moyen de l'entraîner, vous me suivez? Parce que si avec moi, tout est fluide, qu'est-ce qui se passe? Il sort de chez moi, il va dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est pas quelqu'un qui juste t'écoute en permanence. Et donc j'alterne ces moments où je suis là avec lui et le moment où je suis dur. Ça m'arrive des fois de dire à la personne, par exemple 5 séances plus tôt, j'ai noté la phrase qu'elle déteste le plus. Et à la 6e séance, elle a oublié que je m'en rappelais. Et je vais lui dire exactement, avec mot pour mot, la même phrase que sa mère lui disait quand elle avait 6 ans, qu'elle détestait. Parce que c'est le meilleur moyen qu'elle se libère de ça. Et parce que je maîtrise le truc et que moi je suis pas en train de le faire comme sa mère le faisait en colère, moi je suis en train de jouer avec ça pour qu'elle grandisse, je peux trouver la couleur entre lui dire cette phrase et la phrase d'après lui dire « Écoute tranquille, c'est un exercice, respire autrement, tiens-toi autrement, parle-toi autrement » et je l'aide à gérer ça. Mais je suis pas en train de vouloir effacer la réalité de ce qu'il y a dans notre vie. Ça vous parle? C'est pas grave en fait, ça vous parle pas d'ailleurs au passage. Voilà, 3 personnes à qui on a dit quand même la même chose, hein, t'es trop petit et t'y arriveras jamais. Charles Aznavour, Antoine Griezmann et Lionel Messi, on leur a dit la même chose. Alors il y a une autre notion qui est liée à celle-ci, c'est la suite en fait, ça va avec. Trop de ce que tu crois bon génère l'opposé de ce que tu veux. Tu penses que tu vas donner confiance à tes enfants en leur répétant tous les jours que t'as confiance en eux. Et en fait non. Tu penses que ils vont réussir à s'aimer en leur disant tous les jours que tu les aimes. Et en fait, non. C'est perturbant, ça. C'est très perturbant. Parce qu'on a tendance, l'être humain, et tous, hein, moi aussi, à tirer des conclusions rapides. Parce que c'est agréable, c'est bon. Parce que c'est désagréable, c'est mauvais. Mais c'est plus complexe que ça. Et donc, je vais vous donner 3, il y en a plein, j'ai une liste de paradoxes hyper fascinantes que j'ai développées avec le temps, et qui m'aide beaucoup à accompagner les personnes. Je vais vous donner les 3 que je vois le plus si vous êtes OK avec ça. Apparemment, il n'y a que 5 personnes OK avec ça. Est-ce que vous êtes OK avec ça? 3 paradoxes, 3 trucs contre-intuitifs, où c'est en faisant l'opposé de ce que la personne voulait faire qu'on a résolu la situation. C'est-à-dire en faisant l'opposé de ce qu'elle adorait qu'on a résolu la situation. C'est les 3 plus gros paradoxes que je vois quand il s'agit de la parentalité. J'en ai plein d'autres quand il s'agit de l'entrepreneuriat, du couple, de la santé, plein d'autres. Mais c'est fascinant. Encore une fois, dans n'importe quel domaine, ici on a plein de gens, vous avez un génie quelque part. Certains dans le sport, on a un photographe, on a des personnes dans l'organisation d'événements. Et si vous regardez bien, et vous étudiez n'importe quel domaine, et moi ça me fascine l'excellence, tu ne trouves pas d'excellence sans la gestion des paradoxes. Si tu trouves un bon communicant, et tu discutes un jour avec lui, il va te dire, tu sais David, pour être un bon communicant, il faut être à l'écoute. Il faut savoir écouter, il faut savoir réceptionner. Et le lendemain matin, tu vas avoir un autre pote hyper bon communicant qui va dire, il faut savoir affirmer, poser tes idées. Et je dis, mais comment je me débrouille entre les deux?
C'est deux idées qui semblent paradoxales et opposées. Tu vas avoir une personne qui te dit que l'éducation, d'un côté, c'est être présent, et de l'autre côté, qui te dit que l'éducation, c'est aussi parfois challenger. Ça vous parle? Et donc c'est vraiment fascinant comment, dans n'importe quel domaine, le maître maîtrise les paradoxes. Tu prends les arts martiaux, la personne, elle est capable autant d'avoir de la rigidité dans son corps que de la flexibilité dans son corps. Si tu prends la gestion financière et comment tu gères tes finances, c'est des muscles qui sont opposés pour arriver à gérer ses finances. À chaque endroit, c'est des muscles opposés. Et donc je vous en donne 3 que j'ai appris avec le temps et vu avec le temps qui me fascinent. Donc le premier, je vais y arriver. Cadre ou liberté? Et il y a une vraie conversation et j'ai pas de réponse à vous donner. Et alors il y a des personnes qui vont dire la clé pour éduquer mes enfants c'est mettre du cadre, poser des limites, bloquer, fermer les choses. Et t'en as d'autres dans la salle qui vont dire mais c'est insupportable le cadre, il faut donner des limites, il faut dire à notre enfant tout est possible, tu peux y arriver, il y a pas de limite dans ce monde. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe par rapport à un être humain ou à un enfant? Qu'est-ce que ça donne une vie où il y a que du cadre? Pour l'enfant, même en tant qu'adulte, ça donne quoi comme vie? De la frustration, et ça donne un enfant qui peut grandir avec quelle manière de voir le monde? Rigidité. Comment? Ça peut être qu'il n'y a pas de challenge s'il se soumet à ce cadre, s'il se soumet à l'autorité. Ça peut être un monde où en fait, c'est qui détermine le cadre quand t'es enfant? Tes parents. Donc ça peut donner un enfant, encore une fois, ça peut donner des opposés. Hein. Ça peut donner un enfant qui en fait vit dans un truc où il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui lui donne du cadre. Et qui du coup, s'il n'y a pas le cadre, a peur. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à faire le voyage tout seul, parce qu'il a besoin qu'on lui dise où aller, quoi faire, comment faire. La personne qui va, au fond de lui, un murmure qui lui dit « Va réaliser tel truc, t'en rêves ?» Mais non, on ne peut pas le faire. Parce que le cadre de ma famille, c'est qu'on n'est pas artiste. On est avocat. Ou l'inverse, on est tous des artistes. Et on n'est pas avocat. Et donc je vais me soumettre au cadre. À l'inverse, on va dire, ah mais oui, surtout ici, le biais, il va être surtout le côté liberté. Hein. Et du coup, on va se dire, mais non, la clé, c'est de donner à l'enfant tout son espace, et il n'y a aucune limite. Et ça donne quoi à un adulte? C'est pareil d'ailleurs, hein, c'est juste que c'est moins flagrant, mais ça marche aussi. Ça donne quoi à un être humain qui grandit avec l'idée qu'il n'y a aucune limite? Aucune limite. Ça peut créer de l'angoisse, ouais, pourquoi? Il n'y a rien pour s'appuyer, c'est hyper en fait, ça fait peur. Ça fait peur un monde où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de cadre. Et surtout, ça peut aussi donner plein de difficultés à vivre avec les autres. Communiquer, c'est quoi? C'est un cadre. Je veux dire, si j'arrive ce matin en me disant « je suis libre », je vais réinventer une langue. Je suis pas sûr que vous soyez le plus content. Pour vivre en couple, pour vivre avec les autres, pour entreprendre, pour être un sportif, pour quoi que ce soit, il y a besoin de cadre. Et donc c'est hyper intéressant parce que pareil, moi ce que j'adore c'est observer quel est le biais de la personne que j'accompagne. Est-ce qu'elle a un biais à être pro-cadre ou est-ce qu'elle a un biais à être pro-liberté? Et souvent, on a résolu le truc qui bloquait en allant chercher l'opposé de ce qu'elle adore. Et donc c'est intéressant qu'on se demande tous, est-ce que j'ai plutôt un biais cadre ou j'ai plutôt un biais liberté? Et après la vraie réflexion intéressante c'est contextuellement, tiens, est-ce que, ou dans ma relation avec mon enfant ou avec moi-même, parce qu'en fait finalement de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure ça nous concerne beaucoup nous en tant qu'être humain, hein. Est-ce qu'avec moi-même j'ai tendance à avoir une addiction au cadre ou une addiction à la liberté? Le deuxième paradoxe qui est vraiment fascinant, c'est le choix. Est-ce que je choisis la Terre ou est-ce que je choisis les étoiles? Alors c'est proche, mais c'est un peu différent. Donc on va avoir une partie des personnes qui vont avoir un biais plutôt pessimiste. C'est-à-dire en gros, il faut anticiper ce qui va pas, et il faut anticiper ce qui marche pas, et il faut ce qu'ils appellent d'ailleurs, par exemple, pour protéger le président, ils ont un concept qui s'appelle le pré-mortem. Donc vous savez, à la morgue, il y a le post-mortem. Le post-mortem, c'est quoi? C'est que tu vois un gars qui est mort, et tu essaies de comprendre pourquoi. Le pré-mortem, c'est que tu prends quelqu'un qui est pas mort et tu essaies de comprendre qu'est-ce qui ferait qu'il meure. Et c'est comme ça qu'ils font avec le président. Le président, il essaie de faire un pré-mortem parce qu'il essaie de se dire quels sont les 1000 scénarios
qui ferait qu'il pourrait mourir, dans l'objectif de l'anticiper. C'est ce qu'ils font avec les astronautes aussi. Ils font un pré-mortem, par cœur, l'astronaute doit être capable de lister les 1000 scénarios catastrophes qui pourraient se passer. Mais mes amis des étoiles, et pareil, on a plutôt un biais de ce côté-là, forcément ici, d'être plutôt dans l'énergie, l'espace des possibles, l'optimisme. Ils vont dire, mais non, faut pas faire ça, faut pas visualiser ce qui va pas. Mais la vraie question, imaginez que là, je viens de vous dire, j'ai aucune expérience, on va traverser l'Atlantique ensemble, mais juste j'y crois. J'ai jamais pris un bateau, je sais pas piloter un bateau, allez, suivez-moi. Franchement, avec tout l'amour que j'ai pour vous, venez pas avec moi. Et les gens confondent le pessimisme qui va être émotionnel, c'est-à-dire je vais y mettre de la peur, je vais y mettre du stress et je vais y mettre de l'angoisse, avec un pessimisme qui va être rationnel, qui va être neutre, qui est de juste voir qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe pas comme je veux et y mettre des stratégies en face et l'anticiper. Maintenant, c'est vrai, et c'est ça qui est drôle, c'est que souvent, les personnes qui ont ce biais rationnel pessimiste, ils y mettent en plus la couche émotionnelle. Et ceux qui ont le biais optimiste, ils y mettent aussi la couche émotionnelle. Et regardez à quel point c'est fascinant, parce que la couche émotionnelle de l'optimisme, elle a tendance à être agréable ou désagréable ? Agréable, ils pensent que du coup, c'est bon. Mais combien de personnes ont détruit leur entreprise, détruit leur vie de couple, détruit plein de choses avec un excès d'optimisme ? Plein en fait. Plein. Parce qu'au moment où tu as le pic, le rush de l'émotion qui te fait croire que tout va être fluide, c'est dangereux. Vous savez qu'en économie, on appelle ça l'optimisme quand le cours de l'économie monte et le pessimisme quand la courbe descend. Pourquoi ? Parce qu'au moment où la courbe monte et l'économie monte, en réalité, les gens deviennent aveugles de ce qui va pas se passer, de ce qui se passe, de ce qui va mal se passer. Et donc les gens commencent à investir n'importe comment. Quand la courbe descend, les gens prennent peur et deviennent aussi aveugles. Mais cette fois, pas de ce qui se passe de mal, mais de ce qui se va de bien. Et commencent à se rétracter. Et ne voient plus les opportunités. Si on le schématisait autrement, l'hyper-optimisme, ça reviendrait à aller dans une forêt où il y a des ours et se répéter, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours. Tranquille, David, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours. Vous suivez ? L'hyper-pessimiste, ça reviendrait à dire, tu vas dans une forêt où il n'y a pas d'ours et te répéter, attention, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes d'accord que les deux scénarios, ils sont dangereux ? Il y en a un, tu vas pas anticiper des difficultés, des challenges. Et moi, vous imaginez pas le nombre de tartes que j'ai eu besoin de prendre dans la figure parce que j'ai pas voulu anticiper. Parce que je me disais, David, tout va bien se passer. Et c'est top, parce qu'on est d'accord que ce biais, il aide. Est-ce que c'est top de donner ça à nos enfants ? Tout va bien se passer, quoi qu'il se passe. Mais c'est là où l'erreur est intéressante. C'est que ça part d'une super intention. Mon chéri, ma chérie, tout va bien se passer dans ta vie. Oui, mais ça ne t'empêche pas de te préparer. J'ai des gens qui sont venus me voir en 2014. J'avais un rêve qui était de faire un one-man show en 2014. Et plein de producteurs français connus m'ont dit, David, jamais tu feras un one-man show en si peu de temps. Bon, ça quand même, ça l'a fait. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, David, je rêve du même rêve que toi, tu es en train de réaliser. Je rêve d'être moi aussi en train de faire du spectacle. Et je prends cet exemple parce qu'il est fascinant. La personne vient me voir, elle me dit, ouais, j'ai ce même rêve que toi. Et je dis, bah, c'est génial, fonce. Et je discute avec la personne et je lui dis, ok, et aujourd'hui, est-ce que tu es capable de faire rire des gens ? Et la personne me regarde et je sens bien que je lui ai posé une question qu'elle ne s'est jamais posée. Mais à votre avis, est-ce que c'est un problème si tu veux faire un one-man show de ne pas être capable de faire rire aujourd'hui ? C'est un putain de problème. C'est pas un grave problème. C'est juste un problème où il faut mettre des solutions en face. Tu peux prendre des cours de one-man show, tu peux t'entraîner, mais rêver 25 ans de faire one-man show sans jamais devenir plus drôle qu'hier, c'est un vrai problème. Et ma souffrance, entre guillemets, aujourd'hui, c'est les milliers de personnes que je vois dans les conférences venir me voir avec beaucoup d'optimisme. Et quand je les croise, ça va faire maintenant 10 ans que je fais ça à temps plein, ce métier-là, cette passion pour moi, et que je souhaite d'ailleurs faire jusqu'à mes 145 ans, si je peux vivre jusqu'à là, et mourir sur scène en disant, en fait, notez bien, c'est la dernière. C'est hyper important pour moi que les personnes se rendent compte, ok, c'est top d'avoir ce truc optimiste et d'y croire, mais entraîne-toi, prépare-toi, bosse. Et pareil, est-ce que t'es plus les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Mais la réalité, et sincèrement, j'ai jamais, j'insiste sur le mot, jamais rencontré qui que ce soit en capacité de faire quelque chose de bluffant sans être capable de gérer les deux. Tu prends
des personnes qui vous inspirent. Donnez-moi des personnes qui vous inspirent parce qu'ils sont capables de créer pour les autres ou pour eux-mêmes. Donnez-moi des noms qu'on pourrait tous connaître. Tony Robbins, Dalai Lama. Donnez-moi des noms comme ça qui vous inspirent parce qu'ils sont capables de créer. Pierre Rabhi. Vous regardez toutes ces personnes-là, regardez le problème. Et c'est un biais de notre cerveau qui s'appelle le biais de validation. C'est quoi le biais de validation? Et j'en ai été le premier à plonger dedans. Écoutez bien, c'est profond. Tu tends à lire, écouter, avoir des conversations, filtrer des conversations, filtrer des conférences, à partir de ce que tu crois déjà pour renforcer ce que tu crois déjà. Et donc, mes amis ici, qui est plutôt, si vous êtes objectif avec vous-même, plus côté étoile? Vous êtes plutôt côté étoile, levez la main. Mes amis côté étoile, vous avez la tendance naturelle, et c'est normal, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, à filtrer de la conférence tout ce qui va dans ce sens-là en disant « Tu vois, David l'a dit !» Qui est plutôt terre à terre, on sent que sur terre, c'est important de mettre de l'organisation, des actions, se remettre en question. C'est plus ça votre biais, sachant qu'on est tous les deux, on est d'accord. Pareil, vous allez dire, tu vois, et ce qui est drôle d'ailleurs, on choisit bien notre mari ou notre femme. Hein. Je suis sûr que votre mari ou votre femme, et si c'est pas mari-femme, c'est vos enfants qui font le truc. On s'entoure bien des personnes qui d'ailleurs ont le biais opposé à nous. Une fois, j'ai une femme qui me dit, ah, mon mari, il est que pessimiste. Mais franchement, heureusement. Heureusement qu'il était là. Et heureusement qu'elle était là. À eux deux, ça faisait un être humain équilibré. Le troisième biais, j'en vous ai parlé juste avant, c'est challenge ou soutien. Est-ce que j'ai tendance à avoir un biais soutien ou est-ce que j'ai un biais challenge? Et souvent, c'est un biais qu'on a avec nous-mêmes. Moi, j'étais une loque léthargique. Ma mère est là d'ailleurs aujourd'hui, je suis très content. Elle me disait, t'es une loque. Et c'était vrai, j'étais une vraie loque. Et je faisais quoi? J'essayais d'éviter quoi, à votre avis, en permanence? La souffrance, exact. Et pour éviter la souffrance, j'évitais le challenge, l'inconfort, la difficulté, le nouveau, ce qui est différent. Donc, par exemple, pour moi, à mes 15 ans, lever la main en cours, c'est horrible. Et c'est dur. J'ai du mal à le faire. Et quand je dis à mes potes, parce que j'ai cette réalisation, entre autres, grâce à ma mère, je sais pas où t'es, mais par là, je crois, et elle m'a fait un cadeau incroyable, et parce que ma mère, à la base, a un biais soutien. Soutenir. Parce qu'elle a souffert, à votre avis, d'être trop challengée. Mais là, elle va faire un truc incroyable, et je la remercierai toute ma vie pour ça. Et donc, je rentre du collège, et je suis tout le temps, je suis pas bien à cause d'un professeur, et je suis un générateur de pu, quoi. Je distribue du caca, comme ça. Et il y a toujours un professeur qui a fait quelque chose contre moi, un élève qui a fait quelque chose contre moi. Et ma mère, elle est très patiente. Et pendant des années, elle réceptionne mon pu. Jusqu'à un jour, elle va faire un truc qui est vraiment incroyable. Elle va me regarder droit dans les yeux et elle va me dire cette phrase qui va me marquer à vie. Écoute, j'en ai marre que tu te plaignes. Si ta vie, elle te va pas, tu la changes. Mais je veux plus t'entendre. Et écoutez bien ce que c'est profond. Quand elle dit ça, elle le dit même pas pour elle. Elle le dit pour moi, et paradoxalement, et c'est contre-intuitif en tant que parent, je le sais, elle est prête à perdre la relation. Et elle va perdre la relation. Parce que de ce jour-là, je vais décider d'être courtois avec elle, mais ne plus lui parler. Et elle va me dire des années plus tard que c'est beaucoup de souffrance pour elle, parce qu'elle passe d'un fils qui l'appelle tous les jours, et c'était confortable quelque part pour une maman. Ah, j'ai plus envie de te parler. Mais c'est peut-être le plus beau cadeau qu'elle ait fait de toute ma vie, que de me remettre en question et me faire réaliser, David, ta vie, elle changera que si tu la changes. Alors ça n'a pas été la seule personne à m'aider à changer ma vie. Il y a eu cette prof de théâtre qui arrive avec l'excellente idée pourrie dans ma tête à l'époque de dire, on va faire du théâtre cette année. Pour quelqu'un qui lève pas la main en cours, faire du théâtre, c'est en gros, tu vas bientôt décéder. Sauf que maintenant la date est prononcée. Et j'ai vraiment peur de faire du théâtre. Et si on avait voulu me soutenir, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, David, il est pas prêt. Et on va l'empêcher de faire du théâtre. Vous me suivez? J'avais peur. J'avais encore peur d'être ridicule et de me revivre mes humiliations qui étaient dans ma tête. Personne m'humilie sur cette terre. Personne t'humilie sur cette terre. C'est toi qui décides de le voir comme ça. Et c'était une pièce de Molière qui a été tournée par Louis de Funès. Et je prends ma cassette VHS et je le mets dans le magnétoscope comme ça. Et je me disais, il faut juste que tu sois le moins mauvais. Je sais même pas d'être bon, j'essayais d'être le moins mauvais possible.
Et donc tous les soirs, j'écoutais Louis de Funès pour essayer de regarder comment il jouait la scène. Et on avait 3-4 mois d'entraînement, et je fais les 3-4 mois d'entraînement. Et arrive le jour où je dois passer, mon nom c'est Laroche, c'était par ordre alphabétique, donc je suis au milieu de la classe. On était 32, donc vers à peu près le 16e. Et c'est long, 16 personnes à passer devant toi quand t'es stressé. Hein. C'est vraiment long. T'as l'impression que ça fait 1 minute, 1 an. 1 minute, 1 an. 1 minute, 1 an. Donc après 16 ans, c'est mon tour. J'y vais, sincèrement, je me souviens de rien. Vous savez comment quand t'es tellement stressé que t'as plus accès à ta mémoire. Et donc je passe le truc, et puis c'est cool 2 mois avant de donner les résultats. Et elle donne les résultats, et pareil, je suis le 16e. Donc voilà, Arthur, 12, Isabelle, 14, on passe les noms comme ça. Et elle me regarde droit dans les yeux, elle s'approche, elle me dit « David, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui dis « Putain, un corps !» Parce qu'à cette époque-là, parler en public, prendre la parole, c'est la terreur. Je tombe malade régulièrement la veille des cours de chant, tellement c'est horrible de lever la voix. Quand j'étais adolescent, prendre mon bus et oser dire à mon chauffeur « s'il vous plaît, c'est mon arrêt », c'était dur et plein de fois, je fermais ma gueule et je préférais marcher 15 minutes plutôt que de juste lever la voix et dire au chauffeur « c'est mon arrêt ». Et j'ai ce truc-là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « David, 20 sur 20 ». Et j'arrive pas à y croire. Et je réalise ce jour-là, et c'est cumulé avec le truc de ma mère, et cumulé avec cette vidéo de Martin Luther King où je vois I have a dream. Et quand j'écoute cette vidéo, je me dis putain, mais moi aussi je peux avoir un rêve. Et ce rêve, il va partir d'un truc simple, c'est que soit tu te suicides David maintenant et tu le fais vraiment à fond, t'arrêtes d'être entre les deux, soit tu donnes une chance à ta vie. Et si tu donnes une chance à ta vie, tu y vas vraiment. Et je veux que si dans 3 ans tu te suicides, au moins tu puisses te dire t'as tout essayé. Et on verra. Je suis pas sûr que ça marchera. Je sais même pas si tout est possible, mais au moins j'essaye tout. Et de ces moments-là, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris que le challenge, vivre le truc que je détestais le plus, m'a libéré. M'entraîner m'a libéré. Et pas juste, tu peux y arriver. Je me suis entraîné. J'ai pratiqué l'art de faire du théâtre à ce moment-là. Et ça m'a donné des leçons de vie qui ont été incroyables. Suite à ça, j'ai décidé moi-même de me dire je vais aller faire du rugby, alors que j'ai clairement pas, et je l'avais pas, et je n'ai toujours pas le corps d'un rugbyman. C'était douloureux de le faire, mais ça m'a permis de faire face à ce que je refrénais le plus. J'étais pas à l'aise avec toute forme de violence, d'où le fait que je me faisais agresser. Je me faisais agresser pourquoi ? Parce que je rejetais la violence dans le monde. Apprivoiser la violence, être plus à l'aise avec, m'a transformé aussi. J'ai vu des hommes d'ailleurs, parce qu'on a perdu en finale un jour au rugby, j'ai vu un homme charismatique, puissant, droit, avoir les larmes aux yeux, et j'ai vu pour la première fois de ma vie un homme charismatique, s'autoriser à avoir les larmes aux yeux. Et je me suis dit, putain, on peut être un homme mais avoir de la vulnérabilité. Et c'est né du fait que je sois confronté et pas soutenu. Ça vous parle ? Et donc il y a une réflexion à avoir. Certains d'entre vous, encore une fois, vous êtes biais, challenge, et peut-être mettre plus de soutien et de valorisation et de bienveillance et d'écoute. Ça va être la clé. Alors je vais avancer, parce que là je suis en train de vous faire 3 heures là. J'ai mon avion, il faut que j'avance. Alors, ça j'ai envie de discuter d'un truc hyper important pour moi, parce que je vois beaucoup de parents souffrir de ça. Et si ça peut aider 3 parents dans la salle, c'est déjà énorme. Je vois beaucoup de parents qui arrivent, et surtout des personnes comme vous dans la salle qui ont un vrai désir de changement, un vrai désir de dépassement, un vrai désir d'évolution, un vrai désir de progression. C'est magnifique. Mais je vois tellement de parents qui veulent tellement faire bien pour leurs enfants, qui se rendent la vie difficile. Et qui sont durs avec eux-mêmes. Et qui du coup, à vouloir être tellement des parents bienveillants, tellement des parents positifs, tellement des parents super, que le moindre fois où ils ont pété un peu plus un câble, ou alors ils ont mis la fessée qu'ils voulaient pas mettre, ils se détestent. Et j'ai des parents qui se confient pour la première fois à moi, pour la fessée qu'ils ont mis il y a 15 ans, et qui se détestent depuis 15 ans. Est-ce que tu rends service à tes enfants quand tu es en train de te détester pendant 15 ans ? Non. Et donc beaucoup de parents, vous savez ce qui a été incroyable et qui a transformé la relation avec leurs enfants et la relation avec eux-mêmes. Et j'ai vu des gens perdre de l'acné, des gens perdre des problèmes de dos, des gens se sentir mieux, juste en comprenant, t'es imparfait. Et c'est peut-être la meilleure chose qui soit pour tes enfants. Et c'est peut-être le plus beau cadeau. Parce que ça n'existe pas un parent parfait. Tu fais de ton mieux. J'ai détesté mon père pendant des années. Détesté mon père. Et j'expliquais à tout le monde mon manque d'estime de moi parce que mon père m'avait pas dit qu'il était fier de moi. Aujourd'hui, mon père,
je l'aime énormément, j'ai une relation incroyable avec lui et je réalise qu'en me disant pas je suis fier de toi, il m'a appris à être fier de moi et à être là pour moi. Et j'avais besoin d'une mère extrêmement, comme je vous ai dit, dans le soutien et d'un père parfois challengeant pour grandir et être qui je suis. Et c'est à eux tous qu'ils ont été parfaits. Vous me suivez ? Et donc c'est magnifique de se rendre compte qu'en tant que parents, on fait de notre mieux avec nos erreurs, nos imperfections, nos doutes. On fait pas ce que les livres diraient. Mais qui dit que ça serait mieux de faire exactement comme le livre ? Est-ce que vous êtes d'accord que vos enfants, ils sont uniques ? Et le livre, il n'est pas unique. Il extrait la sagesse, mais tes enfants, ils sont uniques. Et un truc qui va avec ça, qui est profond. Combien de parents essayent tellement que leurs enfants les aiment que du coup, ils s'évaluent en fonction de la vie de leur enfant. Mais ton enfant, il va évaluer que ce qui est bien, c'est quoi ? Ce qui est agréable. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en tant que parent, parfois vous faites des choses désagréables pour l'enfant, mais vous savez que c'est juste pour l'enfant ? Qui fait ça des fois ? Et je suis sûr que vous avez déjà assisté à cette scène où tu vois le papa. Moi j'adore, vous savez, je ferais partie des grands-pères ou grands-mères qui mettent leurs chaises dehors et qui laissent les passants passer. Parce que je passe mon temps à observer les gens. Au restaurant, des fois, je regarde juste les gens. J'adore comprendre les interactions, j'essaie de pronostiquer quand je vois un couple. Est-ce que ça est en train de le faire quand je vois des enfants et vu que ma chérie, elle est exactement pareille que moi, on peut passer tout le repas à débattre sur ce qui est en train de se passer et essayer de deviner au non-verbal, aux micro-expressions, ce qui est en train de se jouer. Des fois, je dis, ah, c'est mort, là, il va pas y arriver. Et ça m'est déjà arrivé très, très peu de fois de passer et donner un conseil à une personne. Et donc voilà, j'adore faire ça et j'adore voir une scène qui est magnifique. C'est quand l'enfant prend le lead sur les parents parce qu'il joue avec les émotions du parent. Alors le cliché, c'est « Papa, je peux avoir une 3e glace ?» « Non, mon chéri. »« Papa, t'es méchant. Je t'aime pas. » Et tu vois tout le non-verbal du père qui est en train de décéder sur place. Et tu vois le petit garçon qui apparaît, qui s'est promis d'être un gentil papa parce que son papa a été virulent et agressif. Et d'un coup se dit... Ah. Et tu vois le bout de chou de 7 ans qui est en train de prendre les rênes et qui s'amuse avec papa. Et plus que ça, quand j'ai la chance de voir les interactions plusieurs fois, au-delà d'avoir une 3e glace, l'enfant il vient de comprendre une putain de stratégie. Pour les 15 ans qui suivent, il sait exactement ce qu'il faut dire, le con. Moi j'adore voir les enfants. Ils sont trop forts. Alors voilà, ta mission n'est pas d'être aimé par tes enfants, ni compris, ni même faire un sans faute. Juste de faire ton mieux pour leur donner ce que tu veux. Et ça sera à tes enfants de grandir avec tes imperfections. Et encore une fois, s'ils détruisent leur vie avec tes imperfections, c'est leur responsabilité, pas la tienne. Encore une fois, mon père a fait de son mieux, il a été abandonné par son père et par sa mère et puis par sa grand-mère. Ben oui, dire je t'aime à son fils, c'était pas évident. Ben oui, dire je suis fier de toi, c'était pas évident. Il a fait de son mieux et il m'a donné ce qu'il n'avait pas reçu lui, c'est-à-dire un toit et des études. Il m'a fallu 22 ans pour comprendre que mon père m'avait aimé à sa façon. Et c'était incroyable le jour où je me suis dit, je vais me donner le défi d'écrire à mon père je t'aime par SMS. Vous savez, je vous ai parlé de monter sur scène devant 1400 personnes. C'était douloureux, je suis allé 25 fois aux toilettes avant. Mais écrire je t'aime à mon père, c'était un challenge bien plus grand que de faire un spectacle devant 1400 personnes. Après 2 semaines, j'avais toujours pas de réponse. Et pour la première fois de ma vie, je m'en foutais. Et pour la première fois de ma vie, il répond après 2 semaines à un SMS qui va marquer pour le reste de ma vie. La réciproque est vraie. On peut applaudir mon père, c'était beau. Et en fait, pourquoi il répond cette phrase ? Parce qu'il s'est creusé la tête pendant 2 semaines de qu'est-ce qu'on répond à je t'aime. Parce que personne ne le lui a dit. Et là où avant je me serais dit, il n'est pas capable de dire je t'aime. Là je me suis dit, qui t'es pour dire ce qu'il devrait faire alors que toi t'as eu des parents ? Vous me suivez ? Juste je t'aime papa avec ce que t'es en train de faire et bravo parce que tu t'es dépassé et t'aurais pu ne jamais répondre. Il y a 5 ans je me suis donné le défi de prendre mon père dans les bras. J'étais stressé, c'était le défi de Noël. J'ai attendu la dernière putain de seconde. Toutes les minutes, je me disais, allez, fais-le. Et comme d'habitude, allez, on verra la prochaine minute. Devant le quai du train,
jusqu'à la dernière seconde. Sauf que cette fois, pour la première fois, je me suis dit, t'attends pas la prochaine fois. Et devant le quai du train, avec le train qui arrive, j'ai dit, papa, est-ce que je peux faire ce truc? C'est bizarre peut-être pour toi. J'aimerais te prendre dans les bras. Alors je l'ai pris dans mes bras. Il s'est tout tendu, parce que personne l'a pris dans les bras. Mais je suis rentré dans le train et j'étais, waouh. Waouh. J'ai pris mon père dans les bras. Waouh. Et c'est beau de voir mon père avancer et évoluer. C'est beau de voir ma mère, comment elle se transforme et grandit. Et parfois, j'ai dit des trucs désagréables à mon père pour les servir. Parfois, j'ai dit à ma mère des trucs qu'elle a détestés pour lui rendre l'appareil. Et par amour. Parce que je crois aujourd'hui qu'aimer, contrairement aux citations sur Facebook, c'est pas uniquement soutenir. Aimer, c'est savoir soutenir, savoir être à l'écoute, savoir être bienveillant, savoir être présent. Mais c'est aussi savoir être absent. C'est aussi savoir challenger, savoir dire je t'aime trop pour te laisser jouer petit. Je t'aime, tu peux faire plus grand que ce que tu es en train de me montrer là. Je serai là pour toi parfois, je serai pas là volontairement pour toi parfois. Je t'aime. Alors je sais pas du tout, j'ai pas surveillé le timing, j'en suis où? J'ai aucune notion du temps. Il me reste 20 minutes, incroyable. Incroyable, c'est beau. Alors je vais juste finir, voilà, c'est un truc que j'ai écrit pour moi. Il y a quelques années, j'ai créé une formation qui a beaucoup de sens pour moi, qui s'appelle Entraîner pour réussir, et je l'ai créée avec une idée en tête. Si demain je décède, que ça puisse être l'héritage que je peux donner à mes enfants, et qu'ils aient ça. Et cette formation, elle a aujourd'hui changé la vie de milliers de personnes, mais je suis heureux de me dire, si demain je décède, je peux avoir quelqu'un qui donne juste des accès à mes enfants et dire, regarde ça, voilà ce que ton père voulait que tu apprennes dans ta vie. Et fais-en ce que tu veux derrière. Et donc voilà, c'est 10 idées qui, moi, me parlent. Vous en faites ce que vous voulez. Vous les détestez, tant mieux. Vous les adorez, tant mieux. Je m'en fous. Et juste, voilà, c'est 10 idées qui, moi, ont du sens. Il y en a plus que 10, vous imaginez bien. Mais c'est 10 qui me sont venus, là, en arrivant sur le trajet. J'ai rajouté 2 slides en me disant, bah, si je mourais ce soir et que je pouvais parler à mes enfants, j'aimerais juste leur dire ça aujourd'hui. Non, je vais rapprocher l'ordi, vu qu'il y a un... La première, c'est recherche ce que tu aimes. J'allais marquer trouve ce que t'aimes, mais trouve, c'est la pression. Trouve, c'est un état binaire. T'as trouvé, t'as pas trouvé. Recherche ce que t'aimes. Et en fait, t'as jamais réellement trouvé. J'ai beaucoup plus trouvé ce que j'aime aujourd'hui que le David d'il y a 15 ans, mais j'espère que le David dans 10 ans, il aura encore plus trouvé ce qu'il aime. Cherche toute ta vie ce que t'aimes. Et va vers ça, même si ça fait peur. C'est dingue comment ta vie, elle peut se transformer quand tu vas faire ça. Il y a une dame dont j'ai parlé d'ailleurs il y a 2 ans, j'ai perdu son nom, Marianne Willem, quelque chose comme ça, qui est à Houston, qui est décédée. Elle commençait tous ses cours auprès des enfants. Et quand je la vois, c'est des vidéos d'elle, j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. Elle démarrait tous ses cours en disant à ses enfants, vous êtes des génies. Mais pas n'importe où. Votre seule mission et ma seule mission, c'est qu'on trouve ensemble où est-ce que vous êtes déjà un génie. Et les règles du cours étaient simples. Tu vas faire ce que tu aimes. Et une fois que tu trouves un truc que tu aimes, tu vas te préparer un exposé, tu vas le faire devant les autres de la classe. Et tu vas apprendre aux autres élèves ce que tu aimes le plus. Elle a un record statistique de gens qui ont fini en sortant et sont devenus des génies dans leur domaine. Et tu avais des bouts de choux de 8 ans qui donnaient des cours d'astronomie de dingue parce qu'ils étaient passionnés. Ou de politique, ou d'agriculture, parce qu'on leur donnait l'espace pour faire ce qu'ils aimaient. Et je suis bluffé de ce que peut faire un enfant quand il fait ce qu'il aime. Bluffé. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai plein de parents qui viennent me voir en disant « Ah, ça va pas, mon enfant, mon ado. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, il passe toute sa journée sur les jeux vidéo. » Et je dis « Et donc ?»« Ben, il passe toute sa journée sur les jeux vidéo. »« Et donc ?»« Ben, il passe toute la journée sur les jeux vidéo. » Je dis « Et donc ?» Vous savez que même pas 2% du temps, le parent est capable de me dire à quel jeu il joue, pourquoi il y joue, qu'est-ce qu'il aime quand il joue, quelles sont ses stratégies d'excellence quand il joue. Est-ce que 2 enfants jouent pareil au même jeu? Non, t'en as un qui va choisir d'observer pour apprendre des erreurs de son pote et arriver en dernier et défoncer son pote. T'en as un qui va prendre le manuel, t'en as un qui va être en mode essai-erreur. Ça, c'est des stratégies d'excellence que tu peux appliquer pour le reste de ta vie. Vous imaginez pas le nombre de choses que j'apprends quand je vais discuter avec un enfant ou un ado, c'est souvent plus des ados pour moi.
la beauté de ce que j'apprends chez l'ado quand je le fais parler de ce que la société condamne ou ses parents condamnent. Parce qu'encore une fois, t'es drivé, t'es poussé par une force à l'intérieur de toi, qui n'est pas de la motivation, qui est à l'extérieur, extrinsèque, une inspiration qui te pousse à faire naturellement ce que tu aimes. Et quand je prends du temps avec cet enfant en lui disant « mais il vient me voir, il est gêné parce que c'est sa mère qui a payé les coachings. Et il pense que je vais lui dire « bosse ton bac et bosse l'anglais ». Et je commence en disant un truc. « Écoute, ta mère, j'en ai rien à faire. » Ce qui m'intéresse, c'est ce que t'aimes. Parle-moi de ce que t'aimes. Et au début, il est gêné, parce que des fois, ce qu'il aime, la société le condamne. Je vous donne un exemple d'un jeune qui vient me voir et qui me dit « il n'osait pas. » Et il me dit « non, mais tu sais ce que j'adore, c'est raconter des conneries en cours. » Et la première chose que je lui dis, c'est bravo. C'est pas tout le monde qui est capable de faire rire une classe entière. Et parce que ta mère ne comprend pas, et c'est le biais de l'être humain, on juge ce qu'on ne comprend pas, et parce qu'elle t'aime, et qu'elle pense que le meilleur moyen que tu aies une belle vie, c'est que tu sois sage, parce qu'elle a été sage. Et paradoxalement, quand je discute avec elle, ta mère, que je connais bien, quand je lui demande au fond de toi quelle vie tu rêves, elle me dit défier l'autorité. Et quand j'ai fait réaliser à sa mère, regarde, ton fils est en train de réaliser la plus belle chose que tu voulais lui donner, sauf que c'est inconfortable parce qu'il défie ton autorité. Et qui me dit, je creuse, il me dit, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le prof me demande d'arrêter, ma mère me demande d'arrêter, l'école me demande d'arrêter. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je continue. Je dis, mais c'est du putain de leadership, ça. Et je ne rigole pas. Combien de personnes dans cette salle on admire, alors que dans l'éducation, ils ont été étiquetés de mauvais, nuls, inintéressants, pas intelligents, dyslexiques, blaireaux, ce que tu veux. C'est dingue. Mais ce que je ne comprends pas, je le juge. Vous me suivez? Donc j'adorerais, là je pourrais vous faire 3 heures juste sur ça, mais je vais arrêter, parce que j'en ai 10. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, et en fait, plus exactement, on ne connaît pas les limites que tu peux accomplir. Donc, dans le doute, franchement, teste, essaye, expérimente, va justement découvrir quelles sont les limites de ce que tu peux accomplir, les limites de ce que ton corps peut accomplir, les limites de ce que ton intelligence peut accomplir. C'est dingue ce qu'on peut apprendre. Le nombre de gens qui m'ont dit, David, tu sais, être communicant, c'est quelque chose qui est inné, ça ne s'apprend pas. Eh ben, va te faire foutre. Parce que franchement, je peux vous dire aujourd'hui que je suis quand même un peu plus à l'aise qu'il y a 15 ans. Et ça s'est pas fait en claquement de doigts, ça s'est fait par des heures répétées d'entraînement, des heures à articuler, des heures de respiration, des heures, vous savez qu'il y a 15 ans, regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas possible pour moi. J'ai passé 6 mois de ma vie à ne faire qu'une seule chose, m'entraîner à regarder quelqu'un dans les yeux, et la personne la plus difficile, ça a été à la fin, mon père, apprendre à le regarder dans les yeux. Et je peux vous garantir, c'est dingue tout ce qui s'apprend, et je donnerai ça à mes enfants. J'aurais envie de leur partager ça si je mourais ce soir et qu'ils naissaient plus tard. Ma femme est peut-être enceinte. Ne laisse personne dicter ta vie, ni même moi. Encore une fois, si tu dictes, si tu challenges mon autorité, sois prêt à avoir ma fermeté, mais ne laisse personne dicter ta vie. Ni la société, ni ta religion, ni ta famille, ni ton boss, ni tes collègues, personne sur cette terre dicter ta vie. C'est cette phrase, je vais la paraphraser parce que je m'en souviens plus. C'est pas exactement ça. D'Einstein, mon rejet pour l'autorité m'en a fait devenir une. Et elle est profonde. C'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. Parce que j'ai pas accepté l'autorité, ça m'a fait devenir une autorité aux yeux des gens. Le monde est bâti par des gens qui se sont autorisés à remettre en question le statu quo et dire que le monde peut être différent. J'adore lire la biographie de la première femme militaire, la première femme astronaute, le premier homme de couleur à faire telle chose. J'adore. Pourquoi j'adore? Parce que dans la tête de la personne, il y a un truc qui naît de... C'est peut-être mort pour tout le monde, mais ça sera possible pour moi. Et cet espace de ça sera possible pour moi me fascine. Et on a besoin de vous, de chacun de nous, parce que je pense que le meilleur moyen que nos enfants aient vivre une vie de dingue, c'est cette phrase de Gandhi, ma vie est mon message. Je pense que le plus beau moyen, c'est qu'on transforme notre propre vie, en fait. Parce que c'est facile de dire à notre enfant, va réaliser tes rêves. Et quand l'enfant, qu'est-ce qu'il voit?
c'est un parent qui a peur de réaliser les siens et qui n'y va pas. Que t'aies peur, c'est pas le problème. Ça vous parle? Si ça vous parle pas, c'est pas grave non plus. 4e, vis un maximum d'expériences, apprendre chacune d'elles, surtout quand t'es enfant et que t'es jeune. Tu peux pas perdre de temps en fait. T'as envie de faire un stage d'agriculture? Vas-y. Tu veux apprendre d'investisseur? Vas-y. Va faire un maximum d'expérience et laisse pas l'extérieur dicter ta vie. Ta famille a un problème avec l'écologie? T'as envie de l'explorer? Vas-y. Ta famille a un problème avec l'industrialisation? T'as envie de l'explorer? Vas-y. Laisse pas le monde dicter ta vie, vis tes expériences, apprends ça, grandis. J'aurais envie de transmettre ça à mes enfants. Et au passage, hein, je passe par le biais des enfants, mais en fait, c'est surtout à vous que je m'adresse, au passage. Hein. Toutes les difficultés font grandir. Là, ce week-end, j'étais en séminaire. J'avais la femme d'un scénariste, d'un cinéaste très connu en France, qui a perdu son enfant il y a 2 ans, qui est décédé. Et merci. Elle a perdu son fils il y a 2 ans. C'est un des événements les plus douloureux de sa vie, clairement. Certainement le plus douloureux de sa vie. Mais je refuse de croire que quel que soit l'événement, aussi difficile qu'il soit, tu ne puisses pas en faire quelque chose pour toi et pour les autres. Donc ça a été 1h30 de coaching musclé. Parce que je me suis opposé à son modèle de croyance qui était: j'ai perdu mon enfant, donc je m'en remettrai jamais. Et je refuse de croire ça. Parce qu'il existe des milliers d'exemples de gens qui ont perdu des enfants et qui ont fait, avec le décès de leurs enfants, des trucs de malades. Ils ont créé des associations, ils ont résolu des problèmes du monde, ils se sont transformés leur vie. Et ça a été 1h30 de coaching magnifique, beau pour elle, pour moi, pour la salle. Elle avait un autre visage à la fin et elle m'a dédicacé son livre en disant: merci David, je pense que tu viens de me gagner des années. Ça pour moi c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir du séminaire. Mais si je le fais avec une dame qui a comme ça 60 ans et qui a perdu son enfant, c'est parce qu'en fait je crois que tous ici, de la petite difficulté du boss qui nous a fait une remarque hier, ou notre mère qui croit pas en nos rêves, ou de cet événement très challengeant comme perdre un enfant, et j'ai eu des centaines de cas en coaching, viol, avoir été battu, je ne crois pas qu'il existe un événement, et je comprendrai que vous ne soyez pas d'accord, mais je m'en fous encore une fois. Je ne crois pas qu'il existe un événement sur cette terre qui t'empêche de vivre une vie de dingue. Ça peut te ralentir, ça peut être douloureux, ça peut être extrêmement challengeant, ça peut être le pire événement de ta vie. Mais j'ai une conviction totale que tous les événements que tu vis, du plus petit au plus grand, tu peux en faire quelque chose pour toi et pour les autres. Et je te demande pas de me croire. Si tu doutes de ça et que tu es en train de me détester, ce qui est normal si je dis une phrase qui te challenge, fais quelque chose. Ok. Je vais vous demander de retranscrire tout ce que je vais vous dire. Ok. Là, on a un problème météo, d'accord, qui annule le FEV, ok. Attends, est-ce qu'on a un micro pour elle? Merci. Respire un petit peu, là je sens que t'es arrivé à... C'est quoi? On y va. Respire. Allez, viens là, toi. Non, tu veux pas? Donc, de ce que j'ai entendu, on a un problème météo qui annule le festival. Il n'y a rien de négatif. Croyez-moi, il n'y a rien de négatif. Je veux m'assurer. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de négatif. Bon, alors, Okay, même s'il y a des négatifs, c'est ok. Bien Bon. sûr. Alors, moi j'ai une vision assez particulière du monde. Je vois le monde en... Juste pour comprendre, Ouais. c'est quoi l'objectif? Moi je suis Nathalie, je suis là pour construire l'école de l'eau. Sauf que... il nous flotte sur la tête, donc... Allô? Mais je sais pas, en fait tu fais partie de l'organisation, j'essaie de comprendre le... Non, je suis parent. D'accord, donc... Je viens voir ici, je trouve tous les gens qui sont là, qui ont une vision spécifique de l'éducation, et qu'avec tous ces gens-là, on peut construire une école de l'eau. Et j'ai un politique qui m'a demandé de construire une école pour les prochaines municipales. Alors j'ai envie de te dire 2 choses. Déjà, bravo pour le courage de passer devant tout le monde. On peut applaudir ça, c'est top. Après, la deuxième chose, et est-ce que c'est ok pour vous que je prenne juste 30 secondes? J'ai envie de lui rendre service. Ouais. Je peux te rendre service? Je sens que je vais me faire rétamer, mais vas-y. En fait, encore une fois, je suis pas obligé de le faire. Vas-y. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'émotion dans laquelle tu te mets là maintenant. Je suis pas obligé de le faire, mais tu sais, je peux continuer ma conférence. Vas-y. Je t'écoute, au contraire.
Je prends toujours de ce que les gens m'apportent. Ok, bah déjà ce que je te propose c'est de respirer. Ouais. Mais, bah, faisons-le ensemble. Je prends. Oh, ça fait du bien. C'est clair. Et donc, je sens que t'as une putain de mission, t'as envie de passer un message. Ouais. Et je t'inviterais juste à méditer sur la forme. Parce que... Elle est bien bonne celle-là. Non, c'est vrai, je te le dis sincèrement avec le cœur, parce que... Avec les gens que j'ai rencontrés dans les différents ateliers. Attends, juste, j'essaie de te rendre service au passage pour tout le monde, parce que c'est la magie de la vie, c'est pour ça que j'adore le live et que je fais pas que des vidéos, c'est que ce que tu viens de faire, c'est incroyable, c'est-à-dire que t'as osé comme ça, et j'ai cru que tu faisais partie de l'organisation et que tu voulais annoncer un truc météo. Si j'avais su d'ailleurs que tu n'étais pas de l'organisation, j'aurais pas laissé cet espace-là lié à mon timing. Désolé. Non, c'est encore une fois, c'est pourquoi désolé. Désolé, ça serait le présupposé qu'il y a un problème, alors que je pense vraiment qu'il y a un cadeau maintenant, et c'était pile mon point. Donc... On va voir la suite. Mais pourquoi tu dis on va voir la suite? Juste écoute-la et sois présente avec ce que j'essaie de faire pour toi. Mais je suis pas obligé de le faire, Ok. Alors juste sois présente et respire s'il te plaît. Donc, tu viens avec une vraie intention de passer un message et je te sens missionné d'un projet qui te tient très très à cœur. Et c'est souvent le problème quand on a un projet qui nous tient très très à cœur, c'est que du coup on a cet espace émotionnel qui fait qu'on passe pas le message de la forme, dans la manière où on veut le passer. Et donc ma suggestion, et après tu en fais ce que tu veux, c'est de dire tiens, si j'étais amené à refaire cette même scène, peut-être que je ferais pareil, je reviendrais, je prendrais la parole, et c'est courageux, c'est osé de ta part, c'est culotté, mais je respirerais sur le chemin, sur 15 mètres, en me disant qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais leur dire? Ouais. Et comment je vais passer mon message en 15 secondes? Parce qu'en fait, regarde, encore une fois, l'idée c'est que tu mettes les gens avec toi. Alexis, tu m'amènes mon parapluie? Écoute-moi. Là, les gens, ils peuvent le vivre comme une attaque personnelle pour eux, parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer de vouloir m'écouter. Et donc, si tu leur montres pas leur avantage, pour eux de cette intervention, et si tu crées pas une relation avec moi, vu que c'est moi qui suis en train de leur parler, tu te mets des gens contre toi. Et donc, tu as intérêt à me mettre dans ta poche au moment où tu parles, parce que c'est le meilleur moyen que ceux qui voulaient entendre ma fin de phrase puissent t'écouter. Mais encore une fois, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Oser faire des choses avec parfois une forme de maladresse, apprendre et faire mieux. Parce qu'encore une fois, avec ce que tu as osé faire, on peut changer le monde. Mais aussi avec de la respiration et aussi avec de la... Ça c'est moi. Il change le monde tous les jours. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'ai entendu. Mais, alors, juste un... Est-ce que c'est ok pour toi que maintenant je reprenne ma conférence? Non, reprends ta conférence. Juste un truc, j'espère qu'on se reverra. Merci à toi. On peut l'applaudir? J'ai 3 minutes, ok. Donc je vais vous les faire en rapide. Et vraiment, encore une fois, j'espère vraiment... je vais prendre plus de temps encore même que prévu sur ce qui vient de se passer. Parce que c'est la vie qui vient de se passer. Et je sens dans l'énergie qu'il y a certaines personnes qui se frustrent de se dire ah, j'aurais voulu qu'il ait plus de temps sur ces autres clés. Mais la vie, c'est ça, en fait. Et transformer les choses en opportunités, c'est pour moi, c'est la plus belle chose que la vie, que les gens que j'ai pu avoir autour de moi. D'ailleurs, au passage, j'en profite. Hein. J'ai peu de temps, donc j'essaie de choisir les messages les plus importants. Mais très peu de ce que je vous ai dit là, je leur ai appris tout seul. Et j'ai une gratitude infinie par toutes les personnes qui m'ont donné un bout de phrase, un bout de réflexion, une question. Parfois des gens que j'ai détestés. Hein. Parfois des gens, ils s'y sont allés tellement brutalement. D'ailleurs, beaucoup de fois, ma propre femme, dans l'entreprise, on l'appelle la hache. Parce que plus elle t'aime, moins elle lubrifie la hache. Et elle m'aime beaucoup apparemment. Et donc parfois elle m'a dit des trucs vraiment agressifs et violents, mais qui étaient indispensables. Elle l'a fait par amour et j'ai une gratitude infinie pour elle, parce que je serais pas le tiers de qui je suis sans elle. On peut l'applaudir. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de question à avoir de la frustration, mais de dire qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça. Il y a plein de choses à apprendre de ce qui vient de se passer. Vraiment. Alors, avance. Ça, c'est un truc qui a changé ma vie. J'arrive même plus à me mémoriser qui m'a dit ça. Mais j'ai une gratitude infinie pour lui. Et c'est peut-être pas une personne. D'ailleurs, vous avez remarqué, des fois, on entend une phrase, puis une phrase, la même phrase, et puis c'est la 6e personne qui a un impact sur nous. Mais il y a une question qui a changé ma vie. Moi, j'étais là, il faut que je résolve ma timidité. Il faut que je sois plus timide. Jusqu'à ce que quelqu'un m'ait dit, David, et si tu mettais ta timidité au service des autres? Et si ta timidité, ça va me faire le tremplin avec ma 5e qui était transformée en opportunité,
Si ta timidité, tu pouvais en faire un cadeau pour toutes les personnes qui osent pas dans ce monde, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et de cette question, je me suis mis à avoir une énergie de dingue. Parce que c'est fou l'énergie que tu peux mobiliser quand tu mets ton cœur au service des gens. Et peu importe la forme, parce que les gens vont juger ta forme. Ils vont dire que construire une école, c'est mieux que d'être avocat. Je ne crois pas. Je crois que ce qui est le mieux, c'est de faire ce que tu aimes au service des autres. Si ta manière de servir le monde, c'est d'être le meilleur avocat, sois le meilleur avocat. Si ta manière de servir le monde, c'est de construire une école qui transforme des vies, fais ça. Si ta manière de servir le monde, c'est d'être un artiste et dédier ta vie à faire des peintures qui, quand les gens les voient, ils ont les larmes aux yeux. Pour moi, c'est pas mieux ou moins bien que construire une école. Si c'est ta mission et que ça t'inspire, fais ça. C'est servir le monde. Parce que des fois, il y a le biais qu'il y a que les professeurs ou que les coachs dont je fais partie qui servent le monde. Mais en fait, la personne qui a pris le temps de faire cet arbuste, il impacte notre vie. L'ingénieur qui a designé ce micro, il n'est pas là, mais on pourrait le remercier. Toutes les personnes qui ont bâti ce château, même des années, c'est un truc de dingue. Je sais, c'est la fin, merci. Pense à me le relever parce que je suis capable de refaire 1 heure sans y penser. Et donc, c'est dingue comment notre vie elle change quand on met notre vie au service des autres. Mais je voulais ouvrir cette conversation. Servir les autres, c'est pas que les métiers d'aide. C'est mettre tes dons au service d'entreprises, de personnes, d'enfants ou de parents ou d'organisations. Et ne laisse pas encore une fois le monde dire si ce que tu fais c'est aider ou pas. Si toi tu penses que ça l'est. Ça vous parle ? Encore une fois, ça serait pas très grave. Pour moi, par exemple, je sais pas où t'es parti, t'es là. Pour moi, faire des photos, je veux dire, ça change une vie. Il y a des photos qui restent simples, qui permettent de retracer l'histoire. Donc, tous les métiers changent une vie dès lors qu'en plus ils sont faits avec vraiment passion. Peu importe le regard des autres, les erreurs, les échecs, relève-toi, avance, donne tout. J'adore cette idée qu'au dernier jour de ta vie, c'est une étude de Bronnie-Ware très connue, je vais pas la reprendre. Les 5% seulement des gens qui finissent fiers d'eux-mêmes, c'est pas les gens qui ont réussi, c'est pas les gens qui ont échoué, c'est ceux qui ont essayé, c'est ceux qui ont testé, c'est ceux qui ont écouté le murmure à l'intérieur d'eux qui leur disait « T'as envie de vivre dans une cabane en forêt ? Vas-y. T'as envie de vivre dans un penthouse en plein milieu de New York ? Vas-y. T'as envie de te dédier à l'éducation ? Vas-y. Fais des erreurs, recommence, essaye, apprends, relève-toi. » Parce que la sensation, au dernier jour de sa vie, de se regarder devant le miroir et se dire « J'ai pas tout réussi, mais j'ai essayé », elle est dingue. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'attendre le dernier jour de sa vie. Tous ici, si on prenait, je les ai pas, mais si on prenait 30 secondes pour se demander qu'est-ce qu'on a déjà fait de waouh. Tous ici, on a déjà fait des trucs de waouh. Et c'est pas forcément des choses qu'on a réussi. Ça peut être j'ai osé lever la main en cours, j'ai osé faire cette conférence, j'ai osé prendre la parole comme cette dame, j'ai osé défendre un inconnu, j'ai osé postuler dans le job de mes rêves. Ça n'a pas forcément marché, mais j'ai osé. Et je souhaiterais que mes enfants puissent apprendre ça. Encore une fois, ils feront ce qu'ils veulent, et tant mieux. Clairement, une chose qui m'a beaucoup aidé, à force de passer du temps à étudier l'excellence, j'en étais branché à c'est toujours demain qui compte. Ta prochaine performance, donc j'accompagne des sportifs de haut niveau, donc on est médaille d'or, on va aller chercher la médaille, on est médaille d'argent, on va chercher la médaille d'or, ou des entrepreneurs, tu fais 1 million, on va chercher 10 millions. Mais le problème de ça à l'extrême, c'est que tu oublies que ta vie, elle est déjà profondément riche maintenant. Donc cherche à progresser, cherche à t'améliorer, cherche à avancer, mais regarde ce que t'as. Là, hier, j'avais une conférence à Lyon, et la nana, elle me dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a tout perdu ?» Je dis « Mais t'as jamais tout perdu. » Je veux dire, si je te crève les yeux là maintenant, qu'est-ce que tu diras de ce que tu avais il y a 5 minutes ? Si là t'as tout perdu avec les yeux en moins, il y a 5 minutes du coup t'avais tout alors. Je dis si je t'enlève les yeux et que le seul moyen de récupérer tes yeux, c'est de vendre ton appartement, vendre tout ce que t'as, donner toutes tes économies, est-ce que tu le fais ? Elle me dit bien sûr je le fais. Si t'avais 1 milliard sur le compte et que le seul moyen de récupérer tes yeux c'est 1 milliard, est-ce que tu les donnes ? Je dis bien sûr je les donne. Donc t'es milliardaire. Alors j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit David, je reprends qu'un de mes yeux et je garde 500 millions. Après j'aimerais lui dire clairement je t'aime, peu importe ce que tu fais, peu importe d'ailleurs quel métier tu choisis,
Et j'aimerais surtout lui dire, en fait, on s'en fout. Surtout, la seule chose que je souhaite, c'est que tu t'aimes toi-même et que tu sois fier de toi. Voilà. Donc j'espère que cette conférence aura au moins semé une idée, une réflexion. Et comme j'aime dire dans mes séminaires, est-ce que tu savais déjà tout ce que j'ai dit? On s'en fout. La seule question qui va être intéressante, c'est qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, pour toi-même. Certains d'entre vous, allez prendre votre père dans les bras. Certains d'entre vous, faites un SMS de gratitude à votre mère. Certains d'entre vous, il y a un murmure qui vous dit, va postuler dans ce job, vas-y. Et si tu n'arrives pas à le faire pour toi-même, fais-le pour tes enfants. Certains d'entre vous, il y a une conversation que vous voulez avoir avec votre mari ou votre femme depuis 25 ans et vous en avez peur. Aie cette conversation cette semaine. Certains d'entre vous, vous rêvez de créer un job, mais vous avez peur de perdre une partie de votre argent. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée que parfois on essaye de gagner de l'argent pour avoir une grande maison et une grande voiture pour impressionner des gens dont on s'en fout et parfois gagner un peu moins d'argent et faire un truc qu'on aime, ce serait peut-être la clé pour vous. J'aimerais en tout cas que vous preniez une seule chose de cette conférence et faire quelque chose. Encore une fois, je sais pas combien on est, on m'a dit 600, 700, 800. Je suis pas là pour les 800 personnes. Je suis là pour une personne dans cette salle, la personne qui va décider de sortir de cette salle, pas de salle d'ailleurs, de sortir de cet espace et faire un truc pour lui. Et j'adorerais qu'on soit là dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et qu'on puisse se croiser et que vous me disiez pas merci ou même pas j'ai adoré ou même pas c'était top. Mais voilà tout ce que j'ai fait depuis cette conférence. Et aujourd'hui, j'ai la chance, et c'est un putain de privilège, de voyager partout dans le monde et à des endroits inattendus, New York, Mexique, d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant David, j'ai vu une de tes vidéos, j'ai vu une de tes conférences, j'ai perdu 25 kilos. J'ai vu une de tes conférences, j'ai fait le job, j'ai le job de mes rêves. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Et je sais, malheureusement, que certains d'entre vous, vous ressortirez juste en vous disant c'était cool, mais je m'en fous. Change ta putain de vie, parce que c'est la seule chose qui compte. Merci, je vous aime. Merci vraiment en tout cas. Et il y a ma maman qui est là d'ailleurs. Tiens maman. Est-ce qu'on peut applaudir ma maman? On peut applaudir ma maman. Voilà, on en est où là dans le timing? Il est quelle heure? Moins 5. Allez, je peux prendre une question. Là, je sais pas si c'est faisable une question. Une question. Merci maman. Est-ce que quelqu'un a une question? Vas-y. Si on peut te passer un micro, je passe un micro, ou sinon tu cries. Question? Par là. Merci. Céline Guerrero, c'est super dur pour moi de prendre la parole devant autant de monde, mais en fait je veux te remercier, parce que ça fait 4 ans que je te suis sur Internet. Et avant, je me mettais des limites. Et en fait, depuis. Fais quoi Et maintenant, je me mets plus de limites. Voilà, depuis le mois de mars, je me fais confiance. Et ma mission dans la vie, c'est de développer le potentiel des enfants. Et je me donne les moyens. Et c'est grâce à toi, grâce à toutes tes vidéos. Donc, je voulais te dire merci comme merci ça. Merci à toi surtout. Merci. C'était pas une question, mais c'est très bien aussi. Allez, est-ce que quelqu'un a une question? C'est une question, hein? C'était une question. Une question pour ma maman? Est-ce que tu veux répondre à une question avant? Oui. Allez. Qu'est-ce que tu penses de moi? Attention, hein. Alors, elle me déteste. Non, je suis très fière de lui. Effectivement, ça n'a pas toujours été facile de penser plus à lui qu'à moi. Et notamment quand je lui ai dit cette phrase « Arrête de te plaindre », ça a été douloureux. Mais c'était plus fort que moi et ça poussait. C'était son bonheur. Et c'était surtout le préparer à ce qu'est la vie, en fait, avec nos challenges. Peut-être un micro, c'est inconfortable quand même. C'est mignon comme ça. Ouais. Voilà, ce que je voulais, c'était surtout le préparer. Je suis à la vie d'adulte et l'amener sur le chemin, ce qui est notre mission de parents. Jamais j'aurais supposé qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, hein, parce que c'est pas si simple. Juste une chose, faites attention aux jeux de vos enfants, parce que lui, quand il était petit, il ne se déplaçait jamais sans avoir un personnage dans chaque main. Il jouait pas aux voitures, il jouait pas,
au train, au Lego, etc. Par contre, on pouvait pas aller. On allait beaucoup chez le médecin. Dans la salle d'attente, c'était indispensable d'avoir un Batman dans chaque main, ou voilà, un personnage. Vous savez que j'ai quand même cité Batman au bac. Alors j'ai pas mis Batman parce que je me suis dit ça marcherait pas, donc j'ai inventé un nom, j'ai mis Emmanuel Flachet. Mais c'était une phrase de Batman. Et j'ai eu très bien. Parce qu'Emmanuel Flachet, c'était un arrêt de métro, c'était Flachet. Je me suis dit, comment il pourrait s'appeler Flachet? Allez, Emmanuel, on va mettre Emmanuel Flachet. C'était à quoi ça sert de tomber si ce n'est pour mieux se relever? Voilà, donc aujourd'hui, voilà, disons qu'il est dans la continuité de son enfance. Il a un intérêt pour l'être humain. Et il l'a déjà montré petit, en fait. Intéressant, hein? Donc, observez vos enfants et il y a déjà un potentiel en eux. Ah ça. Cool. On l'applaudit. Je pense que je peux faire une question si vous voulez. Je surveille mon timing, vas-y. Quelles sont les 3 choses que je me dis? Alors, quels sont les 3 conseils que je me serais donné le jour de ma première conférence? J'ai aujourd'hui la chance d'avoir... je vais répondre à ta question liée à ça, si tu vas comprendre. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir créé ma propre école de coaching et formé les personnes au coaching. Et pendant 2 ans, ils vont apprendre au moins 150 outils. Mais dès le début de l'école et à la fin de l'école, je vais terminer avec juste 3 mots. Parce que pour moi, ces 3 mots, ils sont plus forts que les outils, même si je crois aux outils, hein, clairement. Et donc, c'est les 3 mots que j'ai en tête quand j'arrive ici. Présence, amour, certitude. Et le 4e, des fois, c'est kiff aussi. Mais donc, je sais que si dans ma conférence, je suis présent avec la salle, là, ancré, et pas ailleurs. D'où le fait d'ailleurs que j'ai pas de notion du temps, parce que je suis là maintenant. J'aime profondément les gens. Et je suis prêt aussi à confronter la certitude et à assumer mes idées, qu'on soit d'accord ou pas. Pour moi, quand tu t'exprimes, c'est 3 choses à avoir. Voilà. Cool. Je vais foncer à mon avion là maintenant. Merci en tout cas, vraiment. Hein. Vraiment, c'était sport. Ça... Merci en tout cas. C'était sport physiquement pour moi d'arriver à faire le truc, parce que j'ai eu un gros séminaire, puis Lyon, puis là, j'ai 5 jours de séminaire en Grèce. Mais je suis vraiment heureux de le faire. Ça peut contribuer à la vie d'ados et d'enfants. C'est un truc de ouf. Merci vraiment. Et passez une belle journée en tout cas. Merci vraiment. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.